Royer-Collard a donné de l'entraînement la définition suivante. C'est, dit-il, un art puissant qui consiste en quelque sorte à s'emparer du mouvement nutritif, à le diriger méthodiquement et dans un but déterminé, et à changer tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, la structure intime des organes. Cette définition, absolument exacte dans le fond, peut être changée quant à la forme. Voici la définition que je propose. L'entraînement est un art qui consiste à modifier l'homme ou l'animal tant dans ses muscles que dans son organisme, à l'aide de régimes spéciaux, de pratiques particulières, pour obtenir dans un exercice physique quelconque le meilleur résultat et faire supporter plus facilement un travail donné. Dans tout entraînement, il faut donc étudier les conditions dans lesquelles doit être pratiqué l'exercice, le régime, les changements qui surviennent dans les muscles et les modifications qui se font du côté des organes, cœur, poumons, cerveau, reins, etc. L'entraînement ainsi considéré est un art en même temps qu'une science. On devrait donc décrire autant d'entraînements qu'il y a d'exercices spéciaux, car dans chacun d'eux, on cherche à obtenir un maximum que l'on ne pourrait certainement pas atteindre sans suivre certaines règles. Dans la course, c'est la vitesse sans essoufflement. Dans la lutte, c'est le poids et la résistance. Dans le pugilat, l'insensibilité et le sang-froid. Dans la déclamation, la puissance et la souplesse de la voix. Dans la gymnastique, c'est l'augmentation du volume des muscles et la décuplation des forces. En un mot, l'entraînement varie, comme le dit M. Brunetière, selon l'homme que l'on veut faire. C'est à l'entraînement gymnastique que nous nous sommes surtout soumis. C'est lui que nous avons étudié d'une façon suivie. Cependant, nous n'avons pas négligé les autres exercices comme pugilat, escrime, équitation, course, natation. Chaque muscle a pour ainsi dire été développé un à un, car j'ai voulu faire autant que possible un homme complet. Le but poursuivi était le suivant. Donner aux muscles le plus gros volume tout en faisant disparaître la moindre trace de graisse, mais en même temps accroître leur force et leur résistance, de sorte que le résultat obtenu dépasse tout ce que l'on peut imaginer quand on n'a pas vu les effets de cet entraînement. Tout entraînement repose sur une condition indispensable, la répétition à intervalles réguliers de l'exercice. On doit en effet s'exercer souvent, quel que soit du reste l'entraînement auquel on se soumette. Mais il faut que l'exercice soit fait aux mêmes heures et toujours pendant le même temps. J'attache une grande importance à cette manière de procéder car l'expérience m'a appris que le muscle ne gagne pas à être mis dans un état de contraction fréquente et de courte durée. Il vaut mieux travailler moins souvent mais plus longtemps. Il faut suivre une progression lente et méthodique et s'exercer longtemps avec des petits poids avant de songer à soulever de grosses haltères. Il ne faut dans aucun cas s'essayer à faire plus qu'on ne peut sous peine d'arriver vite au surmenage et à l'usure prématurée. Si par exemple, après avoir suivi pendant un certain temps un entraînement régulier, on ne peut dépasser 50 kg à la volée, il ne faut pas s'acharner quand même à vouloir faire 60 kg. Il faut toujours mettre une grande énergie dans tout ce que l'on fait, mais il faut savoir reconnaître aussi que les aptitudes physiques sont loin d'être égales chez tous les individus, et que malgré l'entraînement le mieux dirigé, on ne peut arriver à ces résultats admirables que certains sujets particulièrement favorables peuvent seuls obtenir. Il faut toujours exécuter les mouvements avec une grande correction. Les à peu près dans les exercices physiques ne conduisent à rien et ne font que causer une perte de temps. En s'exerçant ainsi méthodiquement, patiemment, on est toujours sûr, lorsqu'on demande un grand effort à ses muscles, de les trouver prêts à obéir à la volonté. Le régime, et j'entends par là, selon la définition de Littré, l'usage raisonné et méthodique des aliments et de toutes les choses essentielles à la vie, est tout aussi important que l'exercice dans l'entraînement. Le muscle est, on peut le dire, l'esclave du régime. Il faut varier l'alimentation selon l'effet qu'on veut produire. L'exemple des soldats de l'école gymnastique de la Faisanderie le prouve surabondamment. Ces hommes ont tous la même nourriture et prennent chaque jour une quantité insuffisante d'aliments pour le travail qu'on leur impose. Aussi, malgré la fréquente répétition de leur exercice, leurs muscles mettent-ils beaucoup de temps à se perfectionner. Un beau biceps est une exception chez le paysan. Pourquoi ? Parce que le pain et les féculents dont on se nourrit presque exclusivement à la campagne n'ont jamais donné de muscles à personne. Lorsque je quittais Paris pendant 1 mois ou 2 au milieu d'entraînement, mes biceps étaient très gros. Aussitôt arrivé à la campagne et quoique faisant les mêmes exercices et me baignant tous les jours, je constatais que mes muscles diminuaient de volume. C'est qu'en effet à Paris je me nourrissais de viande de bœuf ou de mouton, tandis qu'à la campagne le régime changeait et j'absorbais beaucoup plus de pain et de viande blanche. Il n'y avait cependant pas diminution des forces, mais amoindrissement parfaitement constatable dans le volume du muscle. Chez le cheval et le chien, l'exemple est encore plus frappant. Un poulain nourri au foin n'est jamais musclé. Celui au contraire à qui on a donné de l'avoine aussitôt qu'il a pu le mâcher a toujours une belle musculature. Comment est-on arrivé à faire ces chiens énormes, mastifs ou grands danois, qui parviennent au poids incroyable de 50 ou 60 kg,
simplement à l'aide d'une nourriture spéciale très azotée. En un mot, en les saturant de viande. On est donc dans le vrai en disant que l'alimentation domine toute la question de l'entraînement. Dans un prochain numéro, nous examinerons donc quel est le mode d'alimentation le plus convenable pour l'homme, lorsqu'il veut non seulement bien se porter, mais encore atteindre le plus haut degré de force que ses muscles sont capables de produire.